Dès mon plus jeune âge, l'histoire ainsi que la mythologie ont été mes compagnons de toujours. Ce lien intime avec le passé m'a guidé vers un parcours académique dédié à l'archéologie. En 2008, j'ai obtenu mon doctorat. Ma passion inébranlable pour la Grèce antique a fait de moi un expert, un détective scrutant les vestiges enfouis dans la terre grecque. Les appels pour des fouilles dans cette région riche en histoire sont fréquents. Chaque site, une énigme à résoudre. Chaque découverte est comme un chapitre d'un livre millénaire, révélant des détails sur les civilisations qui ont jadis prospéré sur ces terres. Les amphores brisées, les mosaïques colorées et les statues érodées parlent d'un temps où les dieux et les hommes coexistaient. Ces fouilles sont bien plus que des excavations physiques. Elles sont des voyages dans le passé, des plongées dans l'essence même de ce qui nous rend humains. Chaque couche de terre que je dévoile est une fenêtre ouverte sur notre histoire commune, un rappel poignant de l'incroyable voyage que notre espèce a entrepris à travers le temps. Mon métier est un lien vivant entre le passé et le présent, une exploration constante des racines de notre humanité. Permettez-moi de vous plonger dans une histoire qui a marqué mon esprit de manière indélébile. Il y a 8 ans, le gouvernement turc lança un grand projet immobilier à quelques encablures d'Izmir sur les paisibles côtes. L'année suivante, le chantier débuta, laissant derrière lui un sillage de transformation. Les engins mécaniques éventrèrent la terre avec une férocité calculée, façonnant un paysage autrefois tranquille en un chantier frémissant d'activité. La douce symphonie des vagues jadis dominantes se perdit dans le grondement des machines. Chaque coup de marteau résonnait comme un écho de changement, un signal de métamorphose imminente. Cette transformation, aussi inévitable qu'elle fut, éveilla un sentiment de mélancolie. Les souvenirs de l'endroit avec les travaux en plein de quiétude et de nature préservée se heurtaient à la réalité brutale du progrès. Les collines verdoyantes cédèrent la place à des fondations de béton, le charme de la côte se dissolvant dans l'ombre grandissante des immeubles. Tout a commencé avec la première équipe, une équipe dévouée à une mission en apparence ordinaire. Cependant, leur aventure prit une tournure inquiétante, quand subitement, 38 membres de l'équipe furent frappés par une mystérieuse maladie. La fatigue, insupportable, les accablait, accompagnée de nausées implacables qui se transformaient en vomissements incessants. La situation atteignit un point où ils durent faire appel à une deuxième équipe pour prendre leur relève, leur incapacité à continuer défiant toute explication rationnelle. Mais l'étrangeté ne s'arrêta pas là. La deuxième équipe, croyant prendre le relais dans des circonstances normales, fut confrontée à une série de surprises encore plus déconcertantes. Un tremblement de terre, mineur certes, mais l'épicentre se trouvait curieusement juste en dessous d'eux. Le sol frémit, secouant leur certitude, et les forces de la nature semblaient se jouer d'eux, les plongeant dans l'incertitude la plus totale. Au début, quand les ingénieurs civils ont finalement eu le feu vert pour creuser les fondations de ce qu'il allait devenir un complexe résidentiel moderne, ils ne s'attendaient pas à se retrouver face à un mystère enfoui depuis des siècles. Les premières tentatives de forage étaient prometteuses, mais rapidement les machines ont commencé à montrer des signes de rébellion. La vrille, élément clé de l'opération, se bloquait fréquemment, l'hydraulique agissant de manière capricieuse, comme si quelque chose refusait obstinément d'être découvert. C'était lors d'une de ces journées de travail particulièrement frustrantes que tout a basculé. Alors que la vrille était remontée du sol, elle transportait avec elle des fragments de l'histoire oubliée. Des morceaux d'objets sculptés et gravés émergeaient, certains ornés de détails délicats qui n'appartenaient à aucune époque moderne. Mais ce qui a captivé l'attention de tous, c'était le métal. Les ouvriers croyaient d'abord à du bronze, mais quelque chose dans l'éclat étrange de ce métal les intriguait. Puis la vrille s'est soudainement arrêtée dans son élan, figée dans la terre, comme si elle avait rencontré une force invisible. Aucun des ouvriers ne pouvait expliquer pourquoi. Les mécaniciens ont essayé de le faire tourner en sens inverse, en vain. Il a fallu l'œil perspicace d'un vétéran de l'équipe pour comprendre. La vrille était emprisonnée, enlacée dans une étreinte métallique. Les regards perplexes se sont tournés vers l'étrange matériau qui entravait leur progression. Après des heures d'efforts acharnés et d'ingéniosité, l'équipe a réussi à extraire la vrille du sol.
Le coupable était un bouclier, non pas un simple objet en bronze, mais un artefact ancien, remarquablement préservé malgré les siècles passés sous terre. Son aspect était celui d'une relique, un trésor d'une époque révolue. Les experts ont confirmé son origine antique, datant d'une période reculée où les civilisations se battaient avec des armes forgées à la main. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs du pouvoir turc. Le gouvernement, conscient de l'importance de la découverte, mit immédiatement fin au projet controversé. Les artefacts mystérieux avaient été préservés par les siècles, et c'était comme si le temps s'était plié pour révéler un trésor caché. Des archéologues chevronnés furent dépêchés sur les lieux, leurs yeux brillants d'anticipation. Ils scrutèrent les pièces avec une attention méticuleuse, leur expertise combinée tranchant à travers le voile du passé. L'analyse fut stupéfiante. Ces artefacts, loin d'être banals, remontaient à une époque bien antérieure à Jésus-Christ, éclairant d'un jour nouveau la riche histoire de la région. La côte ouest de la Turquie, alors un bastion de la Grèce antique, avait été le théâtre de civilisations perdues depuis longtemps. L'annonce de cette découverte ébranla les archéologues du monde entier, suscitant un frisson d'excitation dans la communauté scientifique. Les autorités turques, saisissant l'opportunité de mettre à jour leur patrimoine, se tournèrent vers leurs homologues grecs. Les deux nations, liées par des siècles d'histoire partagée, s'unirent dans un effort commun pour explorer les mystères enfouis sous le sol ancestral. Cependant, les défis étaient nombreux. Une opération d'une telle envergure nécessitait des ressources considérables, tant humaines que financières. Le gouvernement grec, habitué à de telles entreprises, sollicita l'aide de ses voisins européens. Plusieurs nations répondirent à l'appel, envoyant leur équipe d'experts sur le terrain. Ces chercheurs, venus d'horizons divers, apportaient avec eux un trésor de connaissances et d'expériences. J'eus le privilège inouï d'être sélectionné pour faire partie de l'équipe française. L'annonce de ma désignation avait été un moment de pur émerveillement, un rêve d'archéologue devenu réalité. Rejoindre cette expédition était un honneur et une responsabilité que je portais avec fierté. L'idée de travailler aux côtés de certains des esprits les plus brillants de l'archéologie mondiale me remplissait d'humilité. Une fois sur le site, mes yeux ont été immédiatement attirés par les vestiges d'un village ancien, enterré à une dizaine de mètres sous terre, victime d'un passage impitoyable des guerres et du temps. Les ruines s'étendaient silencieusement, portant les cicatrices de conflits anciens et de siècles d'oubli. Après plusieurs jours d'efforts pour exhumer ce trésor englouti, j'ai mis au jour divers outils en métal rouillé, des pierres gravées de sigles anciens, et un parterre en mosaïque éblouissant, mais gravement endommagé par les ravages du temps. Au milieu de ces découvertes fascinantes, mon attention a été capturée par un objet énigmatique, un fossile d'apparence étrange. C'était comme une calcification d'un objet massif, préservé dans les entrailles de la Terre pendant des millénaires. Ce qui rendait ce fossile véritablement remarquable, c'était l'énergie qu'il émanait. Une énergie palpable, presque tangible, qui semblait pulser à travers les siècles, transcendant le temps et l'espace. Au moment où mes doigts ont effleuré sa surface, une sensation étrange m'a parcouru, une impression de connexion ancienne, de secret enfoui, a traversé ma peau, faisant naître des frissons le long de ma colonne vertébrale. C'est comme si ce fossile renfermait l'essence même de ce village disparu, un lien intemporel entre le passé et le présent. Son énergie vibrait, résonnait avec une puissance mystérieuse et inexpliquée. Je me retrouvais dans un état d'indécision profonde, incapable de mettre en mots ce que je ressentais face à cet objet mystérieux. Il semblait exercer sur moi un pouvoir étrange, une sorte d'envoûtement qui me poussait à agir d'une manière que je ne pouvais ni comprendre ni expliquer. À bien des égards, je me sentais possédé, guidé par des forces invisibles, à accomplir des actes que je ne pouvais pas contrôler consciemment. C'était cette sensation de fascination incontrôlable qui m'avait conduit à agir d'une manière presque instinctive. Sans réfléchir, j'avais pris un seau de terre et l'avais délicatement replacé sur l'objet, comme si j'avais l'intime conviction que personne d'autre que moi ne devait le découvrir. Une sorte d'instinct de préservation,
comme si le fossile renfermait un secret trop grand, trop puissant, pour être partagé avec le reste du monde. La journée de travail s'acheva avec le coucher du soleil, plongeant le site archéologique dans l'obscurité. Je me hâtais de ranger mes outils, mes pensées toujours obsédées par le mystère du fossile. De retour à l'hôtel, j'ai pris une douche rapide, m'approvisionner en nourriture et me glisser sous les draps. La fatigue pesait lourdement sur mes paupières et je m'endormis presque immédiatement. Pourtant, au milieu de la nuit, je fus arraché à un sommeil profond par une force intérieure inexplicable. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, la chambre plongée dans l'obscurité totale. Je me demandais pourquoi diable j'étais réveillé à une heure aussi indue, mais une impulsion, puissante et irrésistible, s'empara de moi. C'était comme si une voix muette mais insistante me murmurait à l'oreille de retourner sur le site et de terminer ce que j'avais commencé, de récupérer le fossile. L'infiltration n'était en aucun cas une mince affaire. Les gardes étaient extrêmement vigilants et bien entraînés. Pourtant, un élan de confiance m'avait envahi, me poussant à agir avec une assurance que je ne me connaissais pas. Chaque pas que je faisais à travers le site semblait synchronisé avec les mouvements des gardes. Ils se tournaient instinctivement dans une direction différente au moment précis où je passais, comme si le destin lui-même orchestrait ce ballet délicat. C'était une danse avec le danger, mais étrangement, je ne ressentais aucune peur. Au contraire, une sérénité étrange enveloppait mon être, me procurant un sentiment de bien-être inexplicable. Alors que je me glissais silencieusement à travers l'obscurité, chaque pas était imprégné de cette énergie étrange et envoûtante. Mes sens semblaient aiguisés, chaque détail du site se révélant à moi comme jamais auparavant. Je pouvais sentir la douce brise nocturne caresser ma peau, entendre le doux murmure des feuilles dans le vent, et même discerner l'odeur de la terre humide sous mes pieds. C'était comme si je ne faisais qu'un avec l'environnement qui m'entourait, une extension de la nature elle-même. Finalement, je me retrouvais devant l'emplacement précis où le fossile était enfoui. Une excitation sourde pulsait en moi, alors que je sortais ma truelle, prêt à déterrer ce trésor ancien. L'objet lui-même semblait m'appeler. Une présence mystique et intemporelle nichée sous la terre, attendant d'être libérée de sa prison de roc. Mes mains tremblaient légèrement d'anticipation, alors que je commençais à creuser délicatement autour du fossile. Chaque coup de truelle révélait un peu plus de l'objet caché. Chaque grain de terre écarté apportait une nouvelle couche de son histoire ancienne à la lumière. Mes yeux étaient rivés sur le fossile, captivés par sa beauté mystique. Les motifs complexes sculptés dans la pierre semblaient danser à la lueur de ma lampe frontale, chaque détail soigneusement préservé par les siècles passés. Le contact avec le fossile était électrisant. Une énergie étrange et palpitante passa à travers moi, alors que mes doigts effleuraient sa surface. C'était comme si le fossile lui-même respirait, un souffle d'existence emprisonné depuis des millénaires. Une vague de respect m'envahit alors que je me rendais compte de la profondeur de ce que j'avais entre les mains. Ce n'était pas seulement un artefact ancien, c'était un témoin silencieux d'une époque révolue, un porteur de mémoire perdue dans les sables du temps. Alors que je continuais à dégager le fossile avec précaution, une sorte de connexion s'établissait entre nous. Je pouvais presque entendre les chuchotements des anciens, sentir les échos de la présence dans chaque rainure de la pierre. Mes gestes étaient empreints de respect et d'admiration, une reconnaissance pour cette relique précieuse qui avait survécu aux ravages du temps. Les couches calcaires entourant l'objet se sont effritées sous mes doigts, se décollant facilement pour révéler la pièce tant recherchée. En quelques minutes à peine, j'avais mis au jour une tête de femme, probablement momifiée naturellement par les mystères du temps. C'était une découverte stupéfiante. Mais avant même que j'aie pu l'examiner sous tous ses angles, une émotion puissante m'a submergé. La vie. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, j'avais redonné vie à cette créature longtemps disparue. Une énergie étrange semblait émaner de la tête, une lueur faible mais perceptible.
comme si l'essence même de la vie commençait à se réveiller autour d'elle. Un frisson d'excitation m'a parcouru, mais aussi une profonde empathie. Cette tête, figée dans le temps depuis des siècles, semblait s'animer sous mon regard. La connectivité avec le passé m'a étreint, me rappelant que derrière chaque artefact se cache une histoire, des rêves et des expériences humaines. J'étais témoin d'un moment extraordinaire, une sorte de renaissance figée dans l'éternité. Cependant, alors que j'admirais cette tête ancienne, une voix brusque m'a fait sursauter. « Hé, que faites-vous là ?» a crié le garde, son regard inquisiteur me transperçant dans l'obscurité de la nuit. C'était comme si le temps s'était figé, suspendu entre la découverte fascinante et le danger imminent. Mes sens étaient en alerte, mon cœur battant à un rythme effréné, tandis que je cherchais frénétiquement une explication plausible pour ma présence à cet endroit sacré. Soudain, une lumière d'un vert éclatant jaillit des yeux de la tête, m'éblouissant instantanément. Mes paupières se fermèrent instinctivement, mon réflexe de protection face à l'éclat surnaturel. Quand j'osai rouvrir les yeux, je fus frappé par une scène hors du commun. Le garde, autrefois si imposant et vigilant, était désormais figé dans une posture immobile. Son regard était vide, ses traits pétrifiés, comme s'il avait été transformé en une statue de pierre vivante. Un frisson glacial a parcouru mon dos lorsque mes yeux se sont posés à nouveau sur la tête. À la place de cheveux soyeux, des serpents se tortillaient sinistrement. Médusa. Le nom a jailli de ma mémoire comme un éclair de compréhension. La créature mythique elle-même était là, devant moi. Les heures passées à dévorer des livres et des articles sur la mythologie grecque semblaient prendre vie. C'était incroyable, impossible. Et pourtant, c'était la réalité à laquelle je faisais face. Mon esprit était en proie à une confusion profonde. La mythologie que j'avais toujours considérée comme un monde de légendes intemporelles s'était soudainement matérialisée sous mes yeux. Les croyances anciennes étaient ancrées dans la chair et le sang, défiant toutes les lois connues de la nature. Mes études, autrefois ancrées dans la rationalité, vacillaient devant ce spectacle surnaturel. La frontière entre le mythe et la réalité s'était estompée, et je me retrouvais pris au piège dans un univers où les dieux et les monstres coexistaient. Des doutes tourbillonnaient dans ma tête. Avais-je jamais compris le monde qui m'entourait ? Les réponses que je cherchais dans les livres semblaient soudainement inadéquates. Mes certitudes se dissipaient, laissant place à un mélange confus d'étonnement et d'angoisse existentielle. Étais-je en train de remettre en question tout ce en quoi je croyais, y compris l'essence même de la vie et de ses origines ? La tête de Médusa, symbole vivant d'une époque oubliée, me défiait du regard. Elle représentait l'inconnu, l'inexploré, et soudain, j'étais plongé dans ce monde interdit. Mes convictions vacillaient, mais en même temps une curiosité sans borne s'éveillait en moi. Un étrange enchantement me saisit soudainement, m'incitant à saisir la tête avec une détermination irrésistible. Sans que je comprenne comment, j'avais quitté les lieux sans être repéré, glissant comme une ombre entre les gardes alertés par la lumière éclatante de la découverte. Une sensation d'invisibilité m'enveloppait, me permettant de passer à côté d'eux sans éveiller le moindre soupçon. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai déposé la tête sur la table, le regard toujours fixé sur elle. Étonnamment, aucune peur ne me submergeait. Un calme étrange avait remplacé l'excitation précédente. Je me trouvais face à une situation surréaliste, tenant entre mes mains un artefact mythologique, une relique des temps anciens. La réalité de l'instant me semblait aussi incroyable qu'un rêve éveillé, remettant en question chaque notion de normalité que je possédais. Mes doigts effleuraient la surface froide de la tête, cherchant des réponses dans ses contours silencieux. Était-ce possible que je vivais réellement cette expérience hors du commun ? Ou était-ce le fruit d'une imagination débordante ? Les émotions se mêlaient dans un tourbillon de confusion et de fascination. La tête, posée là devant moi,
semblait être le pivot de mon existence à ce moment précis. Un point d'ancrage entre la réalité et l'extraordinaire. J'ai de nouveau frissonné lorsque ma voix intérieure se fit entendre, mêlant les paroles à la fois terrifiantes et fascinantes. « Tu n'es pas en train de rêver, tu es l'élu, le sauveur. » Ces mots, bien qu'émanant de ma propre conscience, semblaient portés par une force inconnue, une présence mystique. Une vérité profonde résonnait en moi, confirmant que la voix était celle de Médusa elle-même, communiquant avec moi à un niveau que je n'avais jamais imaginé. Dans le silence qui suivit, ma voix intérieure continua son récit, dévoilant l'essence de l'entité qui se tenait devant moi à travers les paroles de Médusa. Je suis Médusa, fille des dieux Phorcys et Ceto, une créature issue de la lignée divine. Contrairement à mes sœurs Graé, Echidna et Ladon, dont l'apparence bestiale effraie les âmes, je suis né avec l'apparence humaine. On m'a faussement considéré comme mortel, cachant ma véritable nature aux yeux du monde. Dans les temps anciens, le pouvoir des dieux régnait en maître sur les destins des mortels. Moi, Médusa, j'ai été la victime d'une tragédie inimaginable, une histoire tissée par la jalousie, la colère et les caprices divins. C'était Poséidon, le grand dieu des mers, qui s'était pris de ma beauté, me rendant complice involontaire d'un amour interdit. Dans les sombres recoins du temple d'Athéna, notre liaison interdite a engendré une progéniture, un fils issu de l'union inattendue entre un dieu et une mortelle. La colère d'Athéna, déesse de la sagesse, a été le châtiment inévitable pour notre transgression. Elle a transformé ma beauté en laideur, me condamnant à une existence de solitude et de rejet. Mais ce n'était pas tout. Un sort maléfique a été jeté sur moi, condamnant tout homme qui s'approcherait devant moi à une destinée terrifiante. Il serait transformé en statue figée pour l'éternité. La cruauté du destin ne s'est pas arrêtée là. Le roi Polydectès, avide de pouvoir, a ordonné à Perséus de mettre fin à ma vie monstrueuse. Perséus, courageux et déterminé, a été aidé par Athéna et le rusé Hermès. Ils lui ont offert un bouclier en bronze, ainsi qu'un miroir lui permettant d'utiliser le reflet pour s'approcher de moi sans me regarder directement. C'est dans mon sommeil que Perséus a réussi à trancher ma tête, mettant fin à ma malédiction une fois pour toutes. Ma mort a été un acte de libération, bien que cruel, car mes sœurs ont pris mon corps et l'ont jeté à la mer, où les vagues m'ont englouti dans l'obscurité des profondeurs. Mais de mon sang et de l'union avec Poséidon, sont nés deux êtres étonnants, Chrysaor, un guerrier redoutable, et Pégase, le majestueux cheval ailé. Grâce à toi, enfin, je vais pouvoir réintégrer mon corps et retourner dans le monde des Gorgons, ma véritable demeure divine. Emmène-moi à Mysia, sur l'île de Sarpédon, au nord-ouest de l'ancienne Grèce. C'est là, dans ce coin reculé du monde, que les secrets de notre race ancienne sont enfouis. Les collines verdoyantes et les ruines antiques cachent des mystères que seuls les Gorgons comprennent. À Mysia, je pourrai enfin retrouver mon essence divine et ma véritable forme. Le lendemain, le soleil levant émanait une lumière douce et dorée, promesse d'une journée pleine de découvertes. Animé par la conviction que je me rapprochais du cœur des mystères anciens, j'ai décidé de prendre les choses en main. Louant une voiture, j'ai pris Médusa avec moi et nous avons pris la route vers l'île en question. Arrivé sur la côte, j'ai décidé de louer les services d'un guide local. Il était un homme au regard vif, porteur d'une connaissance profonde de l'île et de la mythologie qui l'enveloppait. Alors que nous marchions ensemble sur le chemin, je me suis rendu compte à quel point ce guide était imprégné des légendes qui habitaient ces lieux. C'était comme s'il avait grandi en écoutant les récits des dieux et des héros qui avaient foulé cette terre sacrée. Intrigué, j'ai osé poser la question qui pesait sur mon esprit. La terre des Gorgons est-elle vraiment ici, sous nos pieds ? Il a acquiescé avec assurance. Oui, a-t-il répondu. La légende dit que le monde des Gorgons se trouve sous cette île. Mais seule une entité Gorgon, un être choisi par les dieux,
peut révéler l'entrée par la mer. Sa réponse a fait naître en moi un mélange d'excitation et d'appréhension. Les mythes anciens semblaient si proches de la réalité ici, sur cette île imprégnée de magie et de mystère. Je l'ai remercié pour ses précieuses informations et lui ai demandé de m'accorder 1 heure en solitaire pour explorer les environs. Prenant ma mallette qui contenait la tête de Médusa, j'ai marché en direction de l'inconnu. Médusa, silencieuse mais présente, me guidait comme une compagne invisible. Au bout de quelques minutes, son influence s'est fait ressentir plus fortement. Elle m'a orienté vers une crique isolée, ses murmures doux résonnant dans mes pensées. « C'est ici », a-t-elle dit, sa voix résonnant comme un écho à travers le temps. Soudain, l'atmosphère autour de nous s'est épaissie, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La brume dense, mystique, a commencé à s'élever du sol, enveloppant l'endroit dans un halo de lumière iridescente. Le murmure des vagues a cessé, et un silence profond a enveloppé la crique. Sans avertissement, l'eau de la crique s'est retirée dans un tourbillon obscur, révélant un trou béant, aussi sombre que la nuit. Une présence ancestrale semblait émaner de ce passage vers l'inconnu. C'était le portail vers la terre des Gorgons, un lieu dont les légendes murmuraient à peine, où des secrets aussi anciens que le monde étaient enfouis. Puis, émergeant des ténèbres, une silhouette massive s'est dessinée. Un gardien des temps anciens se tenait devant nous, une créature majestueuse, à mi-chemin entre un homme et un taureau. Son regard perçant brillait d'intelligence et de puissance, et ses cornes effleuraient le plafond invisible de l'obscurité. C'était un minotaure, un protecteur de la terre des Gorgons, un gardien redoutable, prêt à défendre son royaume à tout prix. Il a parlé d'une voix profonde, résonnant dans l'air immobile de la crique. « Qui a ouvert cette porte ?» gronda-t-il. « Parle, mortel, avant que je ne te tue. » Pris d'une confiance que je ne savais pas posséder, j'ai ouvert la mallette. Médusa, dans toute sa splendeur, s'est élevée dans les airs. Des particules d'énergie scintillantes ont jailli de l'entrée des Gorgons, prenant forme et substance pour matérialiser le corps de la créature légendaire. Le Minotaure, autrefois imposant, s'est agenouillé devant elle, reconnaissant la présence divine des Gorgons. Les yeux de Médusa se sont tournés vers moi, emplis d'une gratitude profonde. Une complicité silencieuse s'est installée entre nous, un lien mystique qui semblait transcender le temps et l'espace. Ces serpents, autrefois menaçants, se sont transformés en cheveux d'or chatoyants. Son visage, autrefois terrifiant, rayonnait désormais d'une beauté éclatante. Devant moi se tenait une déesse, une entité divine, d'une grâce inimaginable. J'ai été envoûté, captivé par sa présence. Une euphorie pure a balayé mes sens, m'immergeant dans un bonheur ineffable. L'idée de plonger avec elle dans l'obscurité du portail m'a traversé l'esprit. J'aurais volontiers sacrifié ma vie à cet instant, subjugué par l'extase de l'instant présent. Dans le doux murmure de la crique, les paroles de Médusa se sont insinuées dans mon âme comme un écho ancestral. Sa voix, douce et envoûtante, portait avec elle des siècles de sagesse et de mystère. « Tu es l'élu », avait-elle murmuré. Ses yeux brillants d'une lueur intense étaient emplis de reconnaissance. « C'est grâce à toi que je peux être vu, que je peux exister dans ce monde moderne. Tu es le descendant direct des humains qui ont gardé le temple des Gorgons pendant plus d'1 millénaire, protégeant notre essence et notre pouvoir des yeux du monde. » Les mots de Médusa avaient invoqué l'image d'anciens gardiens. Je me suis souvenu soudainement que des hommes et des femmes dévoués avaient veillé sur le temple des Gorgons, un sanctuaire mystique perdu dans les replis du temps. Ils avaient été les gardiens silencieux de secrets millénaires, les protecteurs des mystères divins, dont la connaissance pouvait ébranler les fondations du monde. Ces gardiens, mes ancêtres, avaient assumé la responsabilité sacrée de préserver l'héritage des dieux de la Grèce antique. Ils avaient consacré leur vie à protéger le temple des Gorgons,
où les divinités anciennes trouvaient refuge. Ils avaient été les gardiens de Médusa, veillant sur son essence divine avec une loyauté inébranlable. Leur existence avait été entrelacée avec les forces mystiques qui coulaient dans les veines de Médusa, leur destin étroitement lié à celui des dieux. Grâce à ces gardiens, le pouvoir de Médusa avait été préservé, son influence s'étendant à travers les âges. Ils avaient maintenu le sanctuaire caché, protégeant son aura mythique des regards indiscrets. Leur tâche était immense, leur devoir sacré, et ils avaient accepté cette charge avec humilité et dévouement. Avec chaque génération, ces gardiens avaient transmis leur savoir, leur passion pour l'histoire ancienne, à leurs descendants. Ils avaient raconté des récits de dieux et de monstres, de batailles épiques et de trahisons divines. Ils avaient enseigné les anciennes prières et les rituels sacrés, préservant ainsi les traditions qui liaient les hommes aux dieux. Et maintenant, des millénaires plus tard, leur héritage reposait sur mes épaules. J'étais héritier de leur sagesse, le porteur du flambeau divin qui illuminait l'obscurité du passé. Médusa avait vu en moi le lien direct avec ses gardiens lointains, une continuité vivante de leur héritage sacré. Merci, honorable mortel, avait continué Médusa, sa voix résonnant comme une douce mélopée. Tu fais désormais partie intégrante de l'histoire des dieux de la Grèce antique. Par ta présence, tu honores la mémoire de ces gardiens dévoués, de ces humains qui ont protégé notre essence avec un amour infini. Tu es le lien entre le monde moderne et notre époque oubliée, un pont entre les mortels et les immortels. Dans ce moment d'intense révélation, j'avais accepté avec humilité et détermination mon rôle d'émissaire entre deux mondes. Je portais l'héritage des gardiens des Gorgons, la responsabilité sacrée de préserver leur histoire et leur pouvoir. Guidé par la voix douce et sage de Médusa, j'étais prêt à assumer ce fardeau, à perpétuer le lien mystique qui unissait les hommes aux dieux. Ainsi, dans le doux murmure de la crique, s'était scellé un pacte ancien. J'étais devenu l'héritier des gardiens des Gorgons, un gardien des secrets divins et un protecteur des mystères oubliés. Mon existence avait trouvé un but profond et sacré. Mon âme s'était éveillée à la présence des dieux et j'étais prêt à honorer cet héritage avec tout mon être. Puis, dans un éclat de lumière pure, Médusa a commencé à disparaître. Son regard s'est voilé, mais son sourire était empreint de gratitude. « Retourne auprès des tiens », a-t-elle murmuré, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Vis pleinement ta vie et fais perdurer notre histoire en la transmettant à tes proches. » La crique, autrefois plongée dans le silence, a retrouvé sa quiétude. Le portail vers la terre des Gorgons s'est refermé, dissimulant ses secrets à jamais. Je suis resté là pendant un moment qui semblait durer une éternité, imprégné du pouvoir de l'expérience que je venais de vivre. J'ai senti l'énergie des dieux courir dans mes veines, un souvenir indélébile de cette rencontre divine. Lorsque je suis retourné parmi les miens, j'ai porté avec moi la sagesse des anciens, le souvenir de Médusa et de son monde mystique. J'ai partagé cette histoire avec ceux qui étaient prêts à écouter, transmettant le récit de mon périple extraordinaire, un voyage qui avait transcendi le temps et l'ordinaire. Et à chaque fois que je contais cette histoire, je ressentais la présence de Médusa, sa gratitude silencieuse et la certitude que les dieux anciens, bien que lointains, étaient toujours présents, veillant sur le monde avec bienveillance et mystère.